En Europe, la patinette est un jeu destiné aux enfants. Au Congo, elle permet à certains, comme Aouna, de gagner sa vie. Elle est archaïque, Aouna l'a construite de ses mains. Mais grâce à cet engin, il est devenu transporteur. Ma patinette peut supporter 500 kilos. Je transporte plusieurs marchandises. Du manioc, des choux, des carottes, des arachides. Attends un peu. Je crois que tu n'as plus de frein, là. Tu vas mourir pour rien, vas-y doucement. Sa prise de risque quotidienne lui rapporte environ 100 € par mois, soit le salaire d'un enseignant. En contrepartie, sa vie tient à pas grand-chose. Je freine avec ça. Et pour plus de sécurité, j'ai même soudé mon bidon. Le tchoukoudou, patinette en congolais, est peu maniable. Le secret de sa conduite réside dans l'équilibre subtil des marchandises, mais pas seulement. Ce travail demande de la force. Sans muscles, tu ne peux pas conduire un tchoukoudou. Il a 4 sacs de 100 kg à livrer au marché de Goma, 20 km plus bas. Avec son engin en bois, il fait des pointes à près de 30 km/h. La région compterait 5000 patineurs comme lui. Ici, on dit qu'un homme doit posséder un tchoukoudou pour espérer se marier. Après 3 heures d'alternance, entre plat et descente, Aouna atteint Goma. Cette grande ville de 400 000 habitants est un carrefour commercial. Pommes de terre, maïs, manioc, toutes les récoltes de la région du Kivu, le grenier du Congo, transitent par ici. Au siège de la société de transport Vatican, on tente de faire des miracles. Sylvain, donne-moi le carton de machette. 24 kilos. Anicet se demande comment il va faire tenir 12 tonnes de fret, dont son camion qui ne peut en contenir que 10. Je transporte des matelas, des habits et même des motos. Entasser les marchandises, le directeur de la société n'a pas le choix. Son dépôt est plein. Les camions passent trop de temps sur la route. Les rotations sont trop longues. Vous voyez toutes ces marchandises entassées ici. C'est à cause de la route. Le dépôt est saturé. Avant, quand la route était bonne, on mettait 4 jours pour aller à Kisangani. Mais maintenant, on peut mettre plus d'un mois. La Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, tous ces pays font transiter leurs marchandises par le Congo. Des milliers de tonnes de fret passent par la Nationale 4, direction Kisangani, d'où partent les bateaux vers la capitale Kinshasa. La Nationale 4, 1200 km de pièges. Je demande toujours à Dieu de me donner la force de conduire le camion. Des centaines de chauffeurs luttent chaque jour pour avancer. Parfois, de seulement quelques mètres. La route devient alors une prison à ciel ouvert. Ça fait 4 jours qu'on dort ici. Si on n'intervient pas maintenant, vous allez voir que les gens vont mourir de faim. Le Congo est un géant au pied d'argile. Grand comme 4 fois la France, seuls 2% de ses routes sont goudronnées. Pourtant, son sous-sol regorge de richesses, or, diamants, cuivre et métaux rares. Il pourrait être l'un des pays les plus riches du monde, mais 40 ans de dictature ont plongé le pays dans le chaos. Le camion d'Anicet prend des allures de building. Le danger avec cette tour de marchandises est qu'elle se mette à tanguer avec les secousses. Serrez la corde. Son poids pourrait coucher le camion sur le côté. On est obligé de serrer très fort à cause des secousses. Rien ne doit bouger, sinon la marchandise tombe et elle n'arrivera pas à Kisangani. Pour supporter 2 tonnes de plus, les mécaniciens renforcent comme ils le peuvent la structure du camion.
Là, on remplace les suspensions. C'est nécessaire pour prévenir du mauvais état de la route. Avec des suspensions renforcées, Anissé se sent rassuré. Nous allons rouler avec espoir. On ne sait pas quel jour on arrivera, mais je vais me battre et j'y arriverai. Se battre avec la route. Au Congo, ce mot prend tout son sens. Les 1200 km entre Goma et Kisangani sont à la hauteur d'une odyssée. Dès la sortie de Goma, la piste fait son apparition. Sans savoir vraiment pourquoi, 250 km plus loin, on trouve un bout de route goudronnée. 60 petits kilomètres de douceur, rapidement oubliés. Ici se termine la route d'Itcha. Maintenant, on attaque la partie la plus mauvaise. Il y a vraiment beaucoup d'accidents ici. Je demande toujours à Dieu de me donner la force de conduire le camion et de nous protéger contre les dangers du voyage. Le camion semble résister à la surcharge. Heureusement que j'ai changé la suspension. Anissé est surpris. La route ne montre aucune vraie difficulté. Il a même une bonne moyenne, 20 km/h. Au 4e jour, il approche de Mambasa. Cette ville marque la moitié de son voyage. Je dois arriver à Mambasa, au plus tard à 20h. Sauf bien sûr si le camion tombe en panne. Le lendemain matin, le camion se comporte bizarrement. Je suis obligé de m'arrêter. Il y a un problème à l'arrière. Il faut vérifier, mais je pense qu'on est en panne. C'est le châssis qui s'est fendu. Les 2 tonnes de surcharge ont eu raison de son poids lourd. La dépanneuse mettra 10 jours à venir le délivrer. Anissé ne le sait pas encore, mais ce retard l'a sauvé d'une terrible mésaventure. Le piège va se refermer sur cet homme. Eric, 43 ans, chauffeur expérimenté. On est prêt de partir. Le réseau routier a commencé à se dégrader quand les Congolais ont repris leur indépendance aux Belges dans les années 60. Eric se souvient qu'au début de sa carrière, il n'avait aucun problème sur la Nationale 4. Auparavant, quand la route était bonne, il n'y avait pas de problème. Mais pour aujourd'hui, il n'y a pas d'entretien. Auparavant, on faisait ça pour 2 jours. Mais pour aujourd'hui, on fait ça pour au moins 1 mois. Comme il est impossible d'évaluer les temps de trajet, les sociétés de transport payent leurs chauffeurs au voyage. Un aller-retour rapporte à Eric 200 €. Le peu que je gagne, c'est pour nourrir ma famille et pour les scolariser. Et maintenant, vous voyez, c'est trop difficile pour moi. Son salaire, il le double facilement en prenant des passagers. Ce jour-là,
il en a une vingtaine. Tous ont payé 10 $ pour aller à Kisangani. C'est inconfortable, mais le camion représente beaucoup d'avantages. On peut aussi voyager en minibus, mais c'est plus cher. Je préfère le camion car il est tout-terrain. Le camion est beaucoup plus puissant. Il passe dans les endroits très boueux. Alors que le minibus, lui, il reste bloqué. La seule alternative à la Nationale 4, c'est l'avion. Mais les billets coûtent 20 fois plus cher. Une fortune. 70% de la population vit avec moins de 1 € par jour. La volonté de Dieu s'accomplit toujours. S'il m'a créé pour que je sois pauvre, c'est sa volonté. Une trentaine de péages comme celui-ci jalonnent le trajet. Le passage coûte 4 €. L'argent sert à entretenir la route, mais le plus souvent, il termine au fond de la poche des fonctionnaires. Le kilomètre 380 est le pâle reflet de ce racket. La route est un bourbier. Eric fait descendre les passagers. Trop dangereux. Les ornières secouent le camion dans tous les sens. Ici, on s'arrête pour arranger l'autre trou qui est devant nous. Il y a encore une voiture de boucher? Oui, il y a encore le bus, il est de là. Ce minibus est englué depuis près de 5 heures. Allez, creusez! Creusez! C'est le début du commencement ici. C'est-à-dire? C'est-à-dire ici, c'est les petits trous qui sont là. Il y a des vieux trous. Sur 300 km là-bas, là où un camion entre et on ne voit plus les camions. Ici, c'est les petits enfants, les nouveaux-nés. Personne ne veut passer la nuit ici. Tous les bras disponibles s'y mettent. Vous ne poussez pas assez fort derrière. Ça ne passera jamais, les gars. Ici, nous n'avons pas d'autre aide. Donc, il faut nous aider nous-mêmes. Article 15, débrouillez-vous pour vivre ici au Congo. Ce n'est pas une plaisanterie. Dans les années 60, la province du Sud Kasaï avait réellement édité dans sa constitution l'article 15, travailler dans la débrouillardise. La débrouille, c'est le lot quotidien des Congolais. Et l'entraide est sans faille. Par la volonté de Dieu, je vais passer. C'est au tour d'Eric de se lancer. Sans solidarité, je ne sais pas si on peut trafiquer cette route. En tout cas, ça, c'est la route de l'enfer. Eric récupère ses passagers, mais s'installer sur le toit Nous sommes habitués à ça. demande une certaine agilité. La province du Kivu est ravagée par une guerre de 20 ans. Les rebelles tentent de mettre la main sur ses richesses minières, comme l'or. Certains profitent du chaos ambiant pour attaquer les voyageurs.
Ils prennent en otage des chauffeurs ou des beaux chauffeurs ou bien des passagers, ils obligent quelques montants pour les libérer. Vous n'avez pas peur? Si on a peur, on ne mange pas. Et si on ne mange pas, vous deviez bandit aussi. Sur la Nationale 4, si l'on veut rester en vie, il y a une règle à respecter. Ne jamais rouler de nuit. Ce soir-là, Eric n'a d'autre choix que de l'enfreindre. Aucun village n'est en vue. Vers minuit, il peut enfin couper le moteur. Qu'est-ce qui se passe, Eric? Ici, devant nous, la route est dangereuse. Et maintenant, je profite de l'occasion pour me reposer ici, là où il y a des maisons. C'est quoi? La galère continue. Dans ces villages de brousse, il n'y a ni eau, ni électricité, et encore moins d'hôtel. Les passagers improvisent un feu de camp. Et quelques couvertures suffiront à passer la nuit. Nous sommes toujours contents parce qu'on s'est habitué à ça. Ce n'est pas la première fois. Tous partagent le peu de nourriture qu'ils possèdent. On ne mange qu'une fois par jour. Je ne tiens vraiment pas à manger ce soir. On est habitué à être affamé, donc ça ne sert à rien. Même si on mange, si on ne mange pas, chez nous, nous sommes très, très bien. Christian est ingénieur, mais après une longue période de chômage, il s'est reconverti dans le commerce de bois entre le Congo et l'Ouganda. Donc, en tout cas, nous, vraiment, des commerçants, on est vraiment victimes de notre triste sort, vraiment. On m'a abandonné l'université pour faire exercer un petit commerce ici, mais la route ne nous permet pas. La route, c'est un ennemi, oui, oui. Là, je comprends. Une nuit de sommeil ne sera pas de trop. Demain, une terrible épreuve les attend. À 800 km du camion d'Eric, Roubaïa Massissi s'éveille dans un vacarme d'enfer. Cette ville aux allures de Far West n'était il y a encore un an qu'un petit village. Aujourd'hui, des milliers de Congolais se pressent dans ces rues. Car le travail ne manque pas. La Providence se cache dans ces sacs de terre. Elle provient des collines qui surplombent la ville. Des milliers d'hommes labourent leurs entrailles pour en sortir du coltan. Un minerai rare. Toutes les grandes entreprises d'électronique se l'arrachent. Le coltan entre dans la fabrication des ordinateurs, des téléphones portables et des satellites. Asante Mtakatifu Mungu Bwana wa majeshi, nakushukuru Bwana kwa maana umekuwa mwema, umetuongoza, tumelala mzuri na tumelamuka tungali wazima, tunalishukuru. Ona sasa ina wakati ya kwenda ukazi, achi yote. Amen. Amani était instituteur. Puis ses rêves de richesse l'ont poussé à troquer ses livres de cours contre une pioche. Amani ne travaille pas en surface. Il est mineur, un creuseur comme on les appelle ici. Les autres sont des porteurs. Ils sont une douzaine à remplir des sacs de coltan. La galerie descend à 15 mètres de profondeur. Il y règne une chaleur étouffante, près de 40 degrés. Amani et son collègue se relaient tous les quarts d'heure.
Je suis en train de creuser le minerai. C'est un mélange de coltan et de manganèse. Cela fait déjà 3 ans que je travaille ici. Ma famille est restée à Goma. J'ai une femme et 5 enfants, et ils sont tous à la maison. Certains porteurs sont très jeunes. Tu ne vas pas à l'école? À l'école. Pour payer l'école, je dois travailler. Je travaille cette année, et l'année prochaine, je vais à l'école. En quelle classe es-tu? En 5e. Le patron de la mine les paye au rendement. Si tu remontes beaucoup de minerais, tu auras beaucoup d'argent. Mais si tu en remontes peu, tu ne gagnes rien. En moyenne, Amani travaille 10 heures par jour pour 140 € par mois. Un bien petit salaire au regard du danger qui le guette. La roche est très friable. Tu vois ce morceau? Eh bien, quand une grosse partie se détache, ça peut tous nous ensevelir. Et quelques minutes plus tard, c'est un petit éboulement. Rien de grave. Mais en mai 2013, la montagne avait enseveli 47 mineurs. Je suis tout le temps enrhumé à cause de cette poussière. La plupart des laveurs de minerais sont des enfants. Certains ont à peine 8 ans. Monsieur Crispin dirige cette petite entreprise de tamisage. Regardez ici, on a les 2 minerais. Le noir, c'est le coltan, et le jaune, le manganèse. Le manganèse est l'un des métaux les plus utilisés au monde. Il entre dans la composition de l'acier et de l'aluminium. Pour obtenir le minerai, il faut filtrer, encore et encore. La matière ne coule pas avec l'eau. L'eau n'emporte que les saletés. Je n'ai jamais su à quoi servaient le coltan et le manganèse. Je sais seulement que ce sont des minerais très recherchés en Occident. Mais je ne sais pas ce qu'ils en font. Monsieur Crispin revend le coltan brut entre 3 et 4 € le kilo. Il en vaudra 200 fois plus sur les marchés internationaux. Amani ne voit sa famille qu'une fois par an, à Noël. Toute sa vie est tournée vers la mine. Et un rêve, tomber sur une énorme veine de coltan.
Pour l'instant, je reste ici. J'attends le jour où je trouverai un bon filon de coltan. Ça me permettra de gagner suffisamment d'argent. Comme ça, je pourrai rentrer chez moi et retrouver enfin mes enfants et ma femme à Goma. Après une nuit passée à la Belle Étoile, Eric, le chauffeur, reprend la route. Il leur reste 400 km à faire pour rejoindre Kisangani. Et c'est une épopée qui s'annonce. La terre est humide. Chaque camion qui passe creuse un peu plus les ornières. C'est pas bon, c'est pas bon. La vitesse tombe à 10 km/h. Un chauffeur venant en sens inverse les arrête pour les prévenir qu'il y a un gros problème plus loin. Il dit qu'ici on commence, en tout cas c'est la souffrance qui commence ici devant nous. La route, il n'y a pas de passage. Eric s'enfonce dans la forêt équatoriale. Un climat humide, même en saison sèche. Un piège à camion. Un gigantesque bouchon paralyse la circulation. Près d'une cinquantaine de véhicules sont à l'arrêt. Eric est inquiet. Si c'est une série de véhicules. Combien de temps ça peut durer? Même une semaine. C'est pas vrai. Hein. À l'origine du bouchon, ce 45 tonnes. Depuis 4 jours, la moitié de son train arrière est prisonnier de la boue. Tout a été tenté pour le sortir de là, mais rien n'y fait. Le chauffeur a dû se résigner à alléger son camion. Quand il rencontre un trou là-bas, on est obligé de décharger. Et puis après le déchargement, il y a un camion qui vient, on essaie de tirer l'autre camion pour s'en sortir du trou. Chauffeurs et passagers viennent aider à porter des dizaines de sacs de riz de près de 100 kilos chacun. Certains conducteurs craquent. Dégagez le passage. Et tentent de passer coûte que coûte. Vous bloquez tous ces véhicules là-bas. Ils ne peuvent plus passer. Plus léger, le 4x4 finit par passer. Devant cet exploit qui donne espoir, les conducteurs de voitures tentent d'arranger la piste comme ils peuvent. Le chauffeur du camion Élysée est furieux. À Mombasa, on lui avait dit que la route était bonne. Les contrôleurs des travaux ont dit que cette route était goudronnée. Je l'ai même entendu à la radio. Comment va-t-on faire pour livrer notre marchandise? C'est quoi ce gouvernement? Ça fait 4 jours qu'on est là, 4 jours qu'on dort ici. Et on est tous dans la même galère. Des centaines de voyageurs passent le temps comme ils peuvent. Chacun prend son mal en patience. Nous sommes là, on souffre, la femme mange pêle-mêle, elle passe la nuit vraiment, on ne sait pas comme les singes dans les forêts. Mais avec ça, qu'est-ce que nous vivons? Où va le Congo maintenant? Nous voulons savoir juste ça, où va le Congo? On n'est pas libre, on est comme des prisonniers ici. Ce poids lourd venant en sens inverse ne va pas arranger les choses. Maintenant, l'embouteillage est total. Comme par magie, une pelleteuse fait son apparition. Elle sonne peut-être la fin de leur souffrance. Cette machine
appartient à une des nombreuses entreprises chinoises installées dans le pays. Le gouvernement congolais leur a confié le marché de la construction des bâtiments et routes. Mais la population ne les aime pas. Les Chinois donnent un pourcentage au gouvernement. Ils soudoient les ministres et obtiennent en échange le marché de la réfection des routes. Mais ils n'ont aucune compétence dans ce domaine. Ils viennent juste pour piller nos minerais. La pelleteuse est d'une efficacité redoutable. Une voiture passe à fond, au risque de percuter un piéton. Sortir le deuxième camion est une autre paire de manches. Enfoncés dans la boue jusqu'au châssis, ils sont obligés de le soulever. L'opération est délicate. Le train arrière pourrait être arraché. Une fois sortie d'affaire, la pelleteuse remet la route en état. Il y a même un bulldozer pour tasser la terre. Et les Congolais trouvent ça louche. Autant de moyens, c'est bizarre. Les premières voitures s'élancent, mais elles sont vite stoppées. Et là, tous comprennent. Personne n'a le droit de bouger, car la route a d'abord été refaite pour faciliter le passage d'un convoi. Il y a des véhicules militaires, des équipements militaires qui sont derrière. Et puis on attaque lorsqu'on est déjà passé et puis on essaie de passer. Les militaires se rendent dans la région de Goma, lancer une grande offensive contre les rebelles. Sous les yeux dépités des voyageurs, la route, à peine refaite, est labourée par une vingtaine de camions et une douzaine de chars d'assaut. Les ouvriers chinois sont repartis. Devant ce nouveau désastre, la colère monte. Oui, les gens sont énervés ici. Pourquoi? À cause des blocages toujours. Si tu restes là, tu vas avoir des problèmes. Dégagez! Dégagez vos camions! C'est de nouveau la pagaille générale. Chacun veut passer avant que les ornières ne deviennent encore une fois infranchissables. Ça fait combien de temps qu'on attend là depuis ce matin? Depuis au moins 7 heures. On était ici. On a fait combien de kilomètres depuis le village où on Depuis le matin à 7 heures, on vient de faire au moins 3 km. Allez, allez! Démarre au lieu de parler. Eric et ses passagers resteront bloqués 3 jours et 3 nuits. Mais leur calvaire ne s'arrêtera pas là. Ils mettront 3 semaines pour parcourir les 400 derniers kilomètres jusqu'à Kisangani. La débrouille est un art de vivre au Congo. Dans la région du Kivu, la plupart des gens n'ont pas accès à l'électricité et au gaz. Ils cuisinent et se chauffent au charbon de bois. Ce petit village est réputé pour la qualité de son combustible. Dans la famille de Christian, on est charbonnier, de père en fils. C'est ici que j'achète mon charbon pour le revendre ensuite à Goma. Allez, viens, on va négocier. 16 €.
19 euros. Oh non. C'est cher. C'est trop cher. Ça ne vaut pas plus de 17 euros. 17. Un bon charbon doit être bien lourd, bien dense. 12 000, 13 000, 18 000. Soit 15 euros. Tu me mettras 2 sacs comme ça, s'il te plaît. Chaque sac pèse environ 100 kilos. Le ficelet est un art. Une fois qu'on a fait le ballotin, il faut bien le fermer avant de le placer sur le vélo. C'est pour ça qu'on utilise ces élastiques. Mais il faut bien serrer, car la route est très mauvaise. Si ficeler un ballotin est un art, faire tenir 300 kilos sur un vélo est une science. Il faut absolument bien répartir le poids des sacs pour ne pas tomber en cours de route. Allez, je suis prêt à prendre la route. Goma est à 50 km. Sur les 10 premiers, il y a pas mal de faux plats. Christian a besoin de bras supplémentaires. Ce jeune pousseur prend 80 centimes d'euros pour 2 heures. Vous pouvez partir maintenant. Merci. Bon. Ça, merci. Ok. Merci. Retenir seul 300 kilos avec pour seul frein une paire de tongs est un exploit. Christian fait 3 à 4 voyages par semaine. Ce négoce lui rapporte environ 120 euros par mois. Mon charbon, c'est comme des diamants. C'est grâce à lui que je nourris ma famille. Six heures plus tard, Christian arrive à Goma. Les 3 derniers kilomètres sont les pires. Christian est exténué. Mais il est motivé. Il économise pour s'acheter une moto. C'est vraiment très difficile. J'ai beaucoup souffert, mais j'y suis arrivé. Quand il aura sa moto, c'est promis, il arrête le charbon. Christian rêve de transport à grande échelle. Les camions mettent environ 1 mois pour relier Goma à Kisangani. Sur la Nationale 4, les rois de la piste sont les motards. Ils sont les seuls à faire ce trajet en 1 semaine. Seulement, ils ne transportent pas grand-chose. Et mieux vaut ne rien leur donner de fragile. Regardez comme on arrive à porter 300 kilos.
De Butembo à ici, je suis tombé 120 fois. Le motard est obligé de s'asseoir sur le réservoir. Ces pilotes voyagent toujours en groupe. L'entraide est vitale pour eux. Ce n'est pas très profond. Les motos vont passer. Ce camion est le premier d'une longue file. Et elle est impressionnante. Elle s'étend sur 2 km. 400 camions minimum sont stationnés sur le bas-côté dans les deux sens du trajet. Nous sommes au kilomètre 320, entre les villes de Nyanya et Bafoussende. Nos motocyclistes sont les seuls à passer l'immense bourbier sans encombre. Cette fois-ci, les camions sont bloqués depuis plus d'une semaine et personne ne leur vient en aide. Vous voyez ce trou? L'eau qui s'y trouve remonte du sous-sol. Plus personne ne peut passer. Les commerçants craignent pour leurs marchandises. Avec l'humidité, les denrées pourrissent rapidement dans les camions. Il y a l'haricot, il y a des oignons. On jette ça, c'est manque à gagner. Alors, on ne voit même pas un effort de la part des autorités. Cette route n'a jamais été réhabilitée. Qu'est-ce qu'on va faire? Pendant ce temps, nous, on ne travaille pas. On se fait rançonner par les militaires, par la police, par tout le monde. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment expliquer que dans les pays voisins, on peut faire 800 ou 1000 km en 2 jours, et nous, au Congo, soi-disant un pays riche, là où les provinces regorgent d'or et de diamants, on nous laisse crever sur la route? Regardez toute cette population coincée ici. Regardez comment on vit. Regardez. Les damnés de la route sont livrés à eux-mêmes. Pour faire des braises sur du charbon humide, rien ne vaut le souffle du pot d'échappement. J'ai souffert beaucoup. Sans eau, ils n'ont d'autre choix que de remplir leur bidon à la rivière. Je voudrais que le gouvernement s'occupe de cette route. C'est la route qui fait nourrir la population de la province orientale. Si on n'intervient pas maintenant, vous allez voir que les gens vont mourir de faim. Les gens vont mourir de faim. Ces camions et voitures embourbées sont à l'image de l'économie du pays, engluée par son réseau routier à l'abandon.
Un homme en est sûr, dans quelque temps, tout va changer, grâce à la main de Dieu. Neno ya tatu nilikuya shukuru Mungu njiani. Tulikuya kutoka Nyakakoma. Bisi inabeba watu 12, lakini ile bisi nilikuwa ndani fuso ikakuya usudi wende batutupe kule mushini fulani. Ile fuso yenye nabeba 30 tone na nilitoka ndani ya ile bisi. Sasa sikulumia fasi wala mtoto nilikuwa naye hakulumia fasi. À l'église de la Cité du Refuge, les histoires de miracles survenus sur la Nationale 4 ne manquent pas. La population est abandonnée par l'État. À Goma, l'église évangélique du pasteur Jules les récupère. Le pasteur Jules promet qu'il sauvera le monde de la misère et de la maladie. Tous ces mots seraient dus au mauvais esprit. Jésus a dit, « En mon nom, tu chasseras les démons, tu sauveras les malades. » Beaucoup de gens viennent ici avec des maladies incurables. Ils viennent ici et ils guérissent. Aujourd'hui, celui qui est venu avec les mauvais esprits en sera débarrassé. Ouvre la bouche. Va embrasser ton mari. Vite, vite. Maintenant, la chaleur va brûler entre vous. Ce n'est pas de la magie, c'est pur et simple. C'est la main de Dieu qui nous guide. Amen. Les guerres ont retardé le développement du pays. Le Congo en est sûr. Ce retard sera vite rattrapé, grâce à son peuple et sa formidable envie de vivre.